c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Cet été, tous les amateurs de théâtre pourront saisir leur chance pour s'initier à la scène. En effet, des élèves du célèbre cours Florent de Paris donneront un stage intensif de formation artistique pendant tout le mois d'août. Chant, danse, art dramatique et cinéma font partie de ce projet appelé Art 33, Frontières Grenze. C'est d'abord un stage qui se veut un stage de découverte de la scène pour des gens qui ont envie peut-être de faire ressortir leur capacité d'expression, enfin en tout cas d'autres capacités d'expression que celles qu'ils utilisent simplement tous les jours. C'est quelque chose qui doit ouvrir en tout cas à l'expression, qui doit ouvrir à l'ouverture sur le monde, qui doit ouvrir également les esprits. Au travers de ça, c'est aussi un peu une chance qu'on donne, mais pas une chance qu'on va donner avec des millions de francs derrière et avec un tremplin. Ça ne doit pas être un tremplin, c'est un tremplin d'expression. C'est-à-dire que les stagiaires à l'issue de ce stage doivent se dire que oui, en effet, une carrière artistique, c'est possible. Oui, en effet, il y a des gens qui font ce métier-là et qui en vivent. Et pas forcément bien toujours, mais qui en vivent. Et surtout, oui, en effet, à partir de maintenant, on n'a plus peur d'affronter, ou plutôt on peut affronter des réalités quotidiennes d'une façon différente au travers de la capacité d'expression qui va s'accroître pour chacun parce qu'ils auront pratiqué plusieurs disciplines artistiques. Art 33 est un stage franco-allemand. Il se déroulera du 1er au 31 août à Rohrbach-les-Bitches et à Sarreguemines. Cette formation artistique est accessible à 33 stagiaires, amateurs ou semi-professionnels à partir de 16 ans. Nous, on a décidé de mélanger quatre disciplines artistiques, mais surtout de mélanger des langues aussi, car c'est un stage franco-allemand. Donc de mélanger le français et l'allemand autour de textes de Brecht, de Brassens, parce que justement... Pourquoi toujours des auteurs de théâtre, sachant qu'on a aussi des auteurs de chansons. Donc on va essayer de mélanger tout ça. Brecht également pour auteur de théâtre, mais en allemand, on va essayer de mélanger tout ça, les langues et les capacités artistiques de chacun, développer les capacités artistiques de chacun pour arriver à une sorte de melting pot de l'art sur une scène, quoi. Comme chaque année, le collège Kiefer a organisé sa journée portes ouvertes. Le public, essentiellement composé de parents d'élèves, a pu visiter l'ensemble de l'établissement tout au long de la journée. De nombreuses expositions ont été installées dans les salles de cours pour cette occasion. La bibliothèque et la salle de chimie ont particulièrement intéressé le visiteur. Au collège Kiefer, les portes ouvertes riment aussi avec la kermesse. Nous appelons ça porte ouverte au lieu de kermesse parce qu'il y a beaucoup de travaux d'élèves et d'activités. La kermesse en soi est une initiative de loisirs et on essaie de lui donner quand même un fond pédagogique. Et puis cette année, nous avions la particularité, c'était les constructions neuves. Les nouvelles constructions sont presque toutes achevées. Le bâtiment SECPA ouvrira ses portes comme prévu pour la rentrée prochaine. 43 élèves pourront y suivre un enseignement général et professionnel adapté. Bientôt, le collège verra aussi des travaux s'achever au niveau du CDI. D'ici la rentrée, une baie vitrée protégera les élèves des intempéries lors de leur passage entre les deux bâtiments. En plus des portes ouvertes, le collège Kiefer a donné un spectacle gratuit dans l'enceinte de l'établissement à la tombée de la nuit. Une cinquantaine d'élèves ont joué dans un spectacle son et lumière inspiré du poème Voyelle d'Arthur Rimbaud. C'est un projet ambitieux qu'on a mené sur 2 ans. On est parti du poème de Rimbaud qui associe des voyelles, donc A, E, I, O, U, à des couleurs, comme le A au noir, le E au blanc. Et donc c'était un prétexte en art plastique à travailler sur les codes de couleurs, sur la symbolique des couleurs, et aussi sur l'origine de l'écriture. Donc on a aussi pu visiter un petit peu le programme de 6e qui parle justement de l'origine des écritures égyptiennes, etc. Voilà quoi.
Dans le spectacle, les élèves sont remontés jusqu'à la préhistoire et les premiers dessins dans les grottes. Ils ont aussi évoqué l'Égypte pour arriver progressivement à Rimbaud et à son poème. Ce spectacle multimédia s'est articulé autour d'une bande-son et des projections vidéo. Les élèves ont fait des chorégraphies en direct pendant que d'autres peignaient des symboles. Toutes ces mises en scène ont illustré l'aventure humaine au fil des temps. Une prochaine représentation aura lieu au mois de juin dans l'enceinte du collège. Une dizaine de personnes habitent dans la petite annexe du Hutselhof à Sturzelbronn. Parmi eux, Serge Lénager. Chauffeur routier de métier, cet homme consacre son temps libre à l'histoire locale. Serge s'intéresse particulièrement à la vie monastique qui a débuté au XIIe siècle à Sturzelbronn et qui s'est terminée à la fin du XVIIIe. Pour honorer la mémoire de ses ancêtres, Serge a eu l'idée de créer un mémorial. Pour réaliser son rêve, il a fait appel à Bernard Stock, menuisier à la retraite, qui a accepté de concrétiser son projet. Ensemble, ils ont construit un aménagement en bois dans l'encadrement d'une ancienne porte devant la maison de Serge. En fait, le mémorial se compose de 3 parties. Une partie basse avec un soleil qui symbolise la joie et l'hommage à l'abbé Fournier. La partie supérieure avec donc la partie vitrée où le texte nous indique donc ses fonctions essentielles. L'abbé Fournier était 2e abbé commendataire de Sturzelbronn. Il a été proposé en 1650 et il est le fondateur du Hutselhof en 1710. Et la partie supérieure, c'est la partie du titre. Il est né en 1635, il est décédé en 1711, donc juste un an après sa fondation. Et ici, on a donc mis son nom, l'abbé Fournier. En fait, abbé Antoine Africain Fournier. Enfant du pays, Serge Lénager connaît l'histoire de son village par cœur. Assoiffé de découvertes, il fouine dans toutes les archives à la recherche d'informations. Dans ses trouvailles, Serge a découvert un texte de l'abbé Fournier, le 2e abbé commendataire de Sturzelbronn. C'est avec un grand plaisir qu'il a reconstitué dans les moindres détails les armoiries achetées par l'abbé en 1667 pour l'abbaye de Sturzelbronn. Le blason que l'on voit ici est un blason dont les droits ont été obtenus justement par l'abbé Fournier qui, en tant qu'abbé commendataire, avait essayé de soigner les plaies de la guerre de 30 ans. Il avait donc notamment réussi à rétablir les droits à un blason constitué donc d'une vierge, d'un lion et broché d'une barre. Ceci est, selon le texte de Kaiser, le blason d'origine, avec la crosse et la mitre. Bien qu'aujourd'hui le blason ne comporte plus la Vierge. Ce blason est donc un essai de reconstitution d'après le texte de Kaiser. Serge a dédié son mémorial à l'abbé Fournier qui est aussi le fondateur du Hutselhof. Cette annexe est une ancienne cense comme les 20 autres fermes des environs de Sturzelbronn. Jour comme nuit, le mémorial est éclairé et chaque curieux est invité à le découvrir. Depuis le mois d'avril, la cité fortifiée a changé d'allure. Le centre-ville et les grandes places sont ornées d'une décoration florale. Des éoliennes en fer forgé et d'énormes sphères en osier accompagnent l'aménagement floral issu de la tendance actuelle. On intègre beaucoup de plantes médicinales, des plantes aromatiques, des plantes condimentaires dans les massifs qui ne sont pas très florifères mais qui ont souvent un aspect décoratif, le feuillage, où ça donne un peu de volume à l'ensemble. On intègre aussi maintenant les fruitiers dans les massifs. On peut le voir à la place de l'hôpital ou sur le parvis de la mairie, où on met des arbres fruitiers palissés qui ont un très beau décor. On a aussi mis dans les suspensions au centre-ville, ça les gens ne le voient pas encore tout de suite, mais on a mis des fraisiers pleureurs. Donc au cours de l'année, il y aura des fraisiers en fleurs et avec des fruits. Donc on intègre un peu fruitiers, plantes médicinales, plantes un peu anciennes ou toutes simples comme du tournesol ou des cosmos.
Pour l'instant, les fleurs sont encore en début de pousse. Pour découvrir les premiers résultats, il faudra attendre la fin du mois de juin. D'ici là, les plantes prendront des centimètres et la ville de Bitche sera habillée d'un manteau de 1000 couleurs. La grande place sur le côté gauche et de l'autre côté, là où M. Klein est en train de planter, il y a un gazon fleuri. Ça ressemble à des mauvaises herbes, mais ça ne sont pas les mauvaises herbes. Dans 3-4 semaines, les fleurs vont prendre leur développement initial et puis il y aura un fleurissement spectaculaire sur cet endroit-là. Donc il faut quand même attendre 2-3 mois au moment du semis. Donc on a semé début avril, fin juin, on aura un résultat qui sera bien. Pour donner une touche originale à la ville de Bitche, les services techniques sont allés chercher leur décoration jusqu'en Amérique du Sud. En effet, des bambous ont été installés dans un massif au centre-ville et dans l'une des entrées de la cité, lieu stratégique pour la mise en valeur du site. Nous avons cette année plus particulièrement soigné les entrées de ville qui sont relookées, permettez-moi l'expression, qui sont relookées par les massifs que vous voyez devant vous, mais également par les nouveaux panneaux d'entrée de ville où nous déclinons bien sûr l'attractivité de la ville de Bitche à travers le golf, à travers la nature, à travers les loisirs, à travers la gastronomie. Et c'est ça qui fait finalement l'attractivité de notre cité. Et c'est ce que nous essayons de valoriser à travers également ce fleurissement et ces panneaux d'entrée de ville. La ville de Bitche s'est fixé 3 objectifs. Améliorer le cadre de vie, redonner une image à la ville pour attirer de nombreux touristes et inciter les particuliers à fleurir leurs maisons. Mais malgré le travail assidu des services techniques, la beauté du site est quelquefois victime de vandalisme, comme ce dauphin qui s'est fait dépouiller de ses fleurs ou les plantes sorties de terre. Bien sûr, on n'est pas à l'abri de violences gratuites, mais il est malheureux quand même de voir des gens, se livrer à du vandalisme de ce type-là. C'est regrettable, on peut le regretter, mais je suis sûr qu'il y aura face à ça un sursaut de civisme. Cependant, les dégâts sont réparés rapidement par les services techniques. La ville de Bitche souhaiterait obtenir une 3e fleur. Pour cela, les élus lancent un appel à tous les habitants de la cité fortifiée. Fenêtres, balcons, entrées de maisons, toutes les fantaisies sont permises pour fleurir son habitat. Et j'invite vivement donc les gens à venir s'inscrire à ce concours des maisons fleuries en mairie de Bitche avant la fin du mois de juin. Au mois d'août, une commission nationale se déplacera à Bitche pour estimer la qualité du fleurissement. Chacun peut y mettre du sien pour contribuer à l'esthétique du cadre de vie et peut-être qu'une 3e fleur poussera sur les panneaux d'entrée de la ville. Jeudi dernier, après des températures caniculaires, un orage a recouvert le pays de Bitche. La foudre a trouvé sa cible, le clocher de Gros-Réderchin. Il est alors 5h25, la sirène retentit, l'église est en feu. Ah oui, ce matin, en me levant à 5h15, enfin 25 comme le montre l'horloge de l'église, c'était vraiment une mauvaise surprise, quoi. On a encore eu beaucoup de chance puisque les pompiers sont intervenus à 5h45, un quart d'heure après, surtout ceux de Gros-Réderchin qui ont pu maîtriser le feu déjà un peu au départ, ce qui a permis d'éviter beaucoup de dégâts. Les pompiers de Gros-Réderchin sont arrivés rapidement sur les lieux. Ceux de Rohrbach et de Sarreguemines les rejoindront par la suite pour maîtriser l'incendie. 30 hommes sont sur le terrain pour limiter les dégâts. Dans un premier temps, on est allé en haut pour faire l'extinction, donc l'extinction qui était assez périlleuse. Et ensuite, on a déposé la croix et le coq et on a bâché. En ce qui me concerne, ça fait quand même 22 ans que je suis pompier et c'est la première fois que je réalise ce type d'opération. Heureusement, les dommages ne sont que matériels. L'intervention rapide des hommes du feu a permis d'épargner les cloches et l'orgue de l'église, située juste en dessous du clocher. Quelques débris au sol sont encore les derniers témoins de cette catastrophe naturelle. J'étais là à peu près à 7 heures, alors j'ai vu des flammes qui sont venues comme un torchon, ça brûlait comme un torchon. Ça a dû être exceptionnel Exceptionnel, très. Quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait le feu. Et alors, votre première réaction? Allez voir. Première réaction, on va voir les alentours si ça n'a pas fait de dégâts. Que j'ai un truc au cœur de ce dommage pour l'église. Ouais.
La foudre laissera derrière elle une charpente sérieusement endommagée et le système électrique de l'horloge abîmé. Désormais, il va falloir réparer les dégâts. La suite des événements, c'est que maintenant il va y avoir un marché pour un appel d'offres pour refaire le clocher de l'église. Malheureusement, il y a les vacances juillet-août, en espérant que les entreprises ne sont pas trop prises. Si tout va bien, le clocher sera refait pour, disons, en octobre. À Gros-Rederchin, certaines maisons ont déjà été victimes de la foudre, mais c'est la première fois que le clocher prend feu. L'église n'est pas prête de l'oublier, et en particulier l'horloge qui est encore fixée à l'heure de la catastrophe.